On va commencer donc avec cette revendication qui est tombée aux alentours de 11 h de manière officielle. Al-Qaïda au Yémen ou Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Shems Akrouf, bonjour. Vous êtes donc spécialiste du renseignement militaire. Oui. Déjà, de qui parle-t-on? D'Al-Qaïda au Yémen ou d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique? Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. C'est la même chose. Qui sont ces gens? C'est des gens qui sont affiliés à Al-Qaïda et qui ont prêté allégeance à l'époque à Ben Laden et qui sont la représentation d'Al-Qaïda au Yémen. C'est très localisé. Voilà. On lit dans différents articles que c'est la branche la plus puissante et la mieux organisée d'Al-Qaïda. Est-ce que c'est vrai? C'est potentiellement vrai, mais bon, leur action est surtout destinée sur une zone très locale, au Yémen, où ils sont très combattus par les autorités yéménites. Voilà. Ils ont des madrasas, des écoles qui accueillent beaucoup d'étudiants étrangers pour les former justement à la doctrine salafiste. Et aussi, on parle de camp d'entraînement. Alors, l'ordre est venu, évidemment, encore une fois, d'après ce qu'on nous dit et d'après cette revendication qui est arrivée, que je précise, on a choisi de ne pas diffuser. C'est pour ça que vous n'en verrez que des photos. L'ordre est venu d'Al-Zawahiri, c'est ce qu'on nous dit. C'est l'ancien bras droit de Ben Laden, c'est le grand chef d'Al-Qaïda. Est-ce que c'est plausible ou pas? Ça paraît peu probable. Là, actuellement, on est sur des organisations en perte de vitesse qui ont besoin de financement et qui ont besoin d'avoir des faits d'armes. Donc, moi, je pense qu'on est sur des phénomènes d'auto-entrepreneurs, de jeunes terroristes qui ont déclenché des opérations et qui sont passés par ces groupuscules-là ou ces pays comme le Yémen, et donc ont besoin de faire parler d'eux et de se donner une importance capitale. Et ces mouvances, comme ACPA, ont besoin, eux, d'avoir des faits d'armes reconnus à l'étranger pour dire aux Français « Nous sommes venus vous frapper au cœur de vos villes, on a tué vos enfants, vos journalistes. » Et donc, c'est une revendication de circonstance. Ça paraît être de circonstances. Parce qu'on nous dit, ils financent, ils recrutent, ils désignent le chef, c'est toujours eux qui nous disent ça. On avait un sujet dans le journal tout à l'heure où on apprenait qu'Amélie Koulibaly avait contracté un prêt à la consommation pour acheter des armes. Donc c'est vrai qu'on a un peu de mal à comprendre comment ça fonctionne, quoi. On est sur des phénomènes où ils ont besoin de montrer qu'ils sont puissants. Ils ont besoin qu'on parle d'eux parce que justement, c'est des groupuscules qui sont traqués, qui ont besoin de financement. Et dans les pays du Golfe, certaines entités, certains individus les financent et ils ont besoin de prouver qu'ils ont été actifs pour retoucher du financement. Et l'État islamique leur a fait du mal de ce point de vue-là? Parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé avant Noël, on a beaucoup dit, l'État islamique a été très présent dans les médias et que Al-Qaïda avait souffert de ça. En fait, tout le monde parle d'une rivalité entre l'État islamique et d'autres groupuscules comme Al-Nosra. C'est en fait une rivalité par rapport au financement. Il y a un effet recherché avec ces groupuscules et ils n'ont pas les mêmes financiers. Mais il n'y a pas de guerre tacite sur la doctrine d'emploi du terrorisme. Oui, la doctrine est la même. Tout à fait. La charia Quelqu'un qui se retrouve dans les rangs de l'État islamique ou Al-Nosra ou pour Al-Qaïda, il a la même philosophie, il a le même objectif. Pourquoi est-ce que dans cette vidéo de revendication, donc, on ne parle pas du tout de l'attaque de la porte de Vincennes? Parce qu'ils sont un petit peu... Ils font attention quand même à pas trop en dire, parce que si on vient démontrer le contraire, on les fait passer pour des idiots. D'accord. Donc, ils donnent une espèce d'arborescence globale. Il faut savoir que ces groupes terroristes, ils ont compris depuis longtemps que plus ils sont structurés, plus il est facile pour nous de les identifier, de les arrêter. Donc, ils font passer des gens dans leur camp d'entraînement, ils leur donnent quelques informations de la doctrine, de la formation, un peu d'argent de temps en temps, et surtout, ça permet que quand nous, nos services français ou étrangers, les stoppent, de n'avoir qu'une petite partie. Oui. Parce que sinon, la pyramide, elle est remontable facilement. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. On a lu aussi que cette association de terroristes ACPA soutenait des petits groupes de djihadistes auto-organisés. C'est ça, c'est des auto-entrepreneurs du terrorisme. Les auto-entrepreneurs du terrorisme. Et vous savez, on va parler d'Internet, justement, puisque vous disiez tout cela passe aussi par la communication. On se pose la question, bien évidemment, est-ce qu'il faut contrôler Internet? Et si oui, comment? Vous savez que Manuel Valls a donné 8 jours à Bernard Cazeneuve pour faire des propositions sur Internet. On va en parler, évidemment, vous intervenez si vous le souhaitez. Avec Jérémy Magny, bonjour. Donc bonjour. Vous dirigez une entreprise qui est spécialisée dans la e-modération. Avant de parler spécifiquement de la lutte contre le terrorisme, expliquez-nous en quoi ça consiste, comment vous modérez. Il y a des mots-clés qui sont bloqués automatiquement, comment ça marche? Alors, très concrètement, on intervient sur les réseaux sociaux et notamment Facebook pour le compte de soit de grands médias, soit de grandes marques qui ne peuvent pas s'appuyer réellement sur Facebook pour retirer les propos racistes, antisémites, islamophobes ou orduriers qu'on voit apparaître tous les jours. Donc, elles ont besoin de le faire elles-mêmes et comme elles ne sont pas forcément équipées en outils, vous l'avez évoqué, en hommes également, parce qu'il faut le faire le soir et le week-end, elles nous délèguent cette tâche-là.
Donc ça veut dire que vous fonctionnez par mots-clés. Est-ce que la police peut vous donner des consignes aussi, par exemple, dans le cas de figure qui nous intéresse aujourd'hui? Alors la police, non, ça serait extrêmement rare, même si on est en contact régulier avec la gendarmerie du web, notamment le Pharos. Par contre, on a une sorte de charte de modération, de code de conduite qu'on va appliquer site par site ou page Facebook par page Facebook pour pouvoir laisser passer un certain nombre de choses et en retirer d'autres, avec un jeu de mots-clés, mais aussi un œil humain, parce qu'on peut dire des tas d'horreurs avec des mots très propres. Oui, c'est ça, évidemment. Shem Sakrouf, quand on a entendu parler des Anonymous, par exemple, qui disaient oui, on va s'attaquer au profil des djihadistes, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit contre-emploi? Parce que ça veut dire que ça les ferait disparaître, ça les rendrait invisibles. On a besoin des réseaux sociaux pour les traquer aussi. Tout à fait. Dans la théorie, c'est le cas, mais il faut savoir que les vrais djihadistes, ils travaillent en mode clandestin. Ce pas des gens qui vont dire je vais commettre un attentat sur Internet. C'est des gens qui sont structurés, qui travaillent avec des méthodes clandestines, à la voix, qui justement, on peut le voir sur les deux frères qui ont été neutralisés, ils étaient suivis par les services de renseignement jusqu'à une certaine période, et à aucun moment les services n'ont vu, à travers les moyens et les outils de communication, qu'il y avait de quoi les arrêter. Voilà. Donc, ça peut arriver par moment. Il y avait un djihadiste il y a une quinzaine de jours qui avait été arrêté parce qu'il avait posté une photo de lui sur Facebook et on avait pu géolocaliser la photo. Enfin, oui. De toute façon, le fait qu'il y ait cette autoroute de communication et qu'il y ait des gens et des modérateurs pour pouvoir bloquer, censurer et alerter les services de police, les réseaux sociaux seront toujours là après le terrorisme et c'est un outil indispensable pour les services de renseignement. Bien sûr. Jérémy Magny, est-ce qu'on peut imaginer qu'Internet soit contrôlé? Je demanderai son avis à Benoît après, qui a évidemment un avis très pointu sur la question. Est-ce qu'on peut imaginer que Bernard Cazeneuve arrive avec des propositions qui seraient finalement assez révolutionnaires, enfin, c'est-à-dire des propositions auxquelles on ne s'attendrait pas du tout en France? Alors, si tant est que ce soit souhaitable, c'est très peu probable que ça soit réalisable. Déjà, on va mettre de côté Internet, le web et les réseaux sociaux, qui sont quelque chose d'encore spécifique. Et quand on parle de réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Google, donc des sociétés privées américaines basées en Californie, avec une application de loi qui est celle de la Californie, l'Amérique, qui est très différente de celle de la France et de l'Asie et de l'Afrique, et qui en plus sont des règles appliquées au niveau mondial pour plus d'une centaine de pays, plus d'1,5 milliard de membres sur Facebook qui sont actifs. Donc ça serait extrêmement peu probable qu'à un moment Facebook nous dise je vais appliquer des règles différentes en France. Parce qu'un ministre nous l'a demandé. Évidemment. Alors Benoît, depuis une semaine, depuis ces attaques abominables à Charlie Hebdo et Porte de Vincennes, on défend la liberté d'expression. Est-ce qu'il n'y a pas justement un problème, une limite d'origine d'ordre philosophique, de dire si on essaye de contrôler un tant soit peu Internet, et du coup, on bafoue la liberté d'expression et les djihadistes ont gagné, quoi. C'est un peu l'épouvantail, en effet, pour les internautes, ce Patriot Act à la française dont on parle. Beaucoup le craignent, en effet, en rappelant, en plus, vous le disiez, vous aussi, que les frères Kouachi se sont radicalisés en prison, pas sur Internet. La seule utilisation, on le sait maintenant, qui faisait du web, c'était des sites de poker en ligne. Alors, est-ce qu'on va fermer les sites de poker en ligne? Pour autant, tout ça n'aurait pas beaucoup de sens. Après, le président du Conseil national du numérique le reconnaît lui-même. C'est vrai qu'il y a tout de même une radicalisation possible sur le web, lente. Il y a certains messages assez dérangeants qui circulent. Comment faire? Alors, les réseaux sociaux, vous le disiez, ils répondent aux sollicitations de la justice, mais ils ne vont pas eux-mêmes faire la police sur leur réseau. Et la justice, on le sait, elle manque tout de même de moyens. Il n'y a pas assez de force dans ses équipes. Il n'y a pas assez de moyens, de personnel pour bloquer tout ça. Et lui-même le dit aussi, bloquer un site, ça sert pas à grand-chose puisque le message, le contenu, il est viral, il se retrouve un peu de partout, sur d'autres sites, sur les réseaux, etc. Là où les pouvoirs publics pourraient avoir un rôle, c'est son idée, en tout cas, à Benoît Thiolin, c'est de voir, par exemple, c'est SOS Homophobie qui fait ça, ou l'Association française des victimes de terrorisme, c'est d'aller participer. C'est-à-dire que quand vous voyez un contenu qui vous dérange, vous allez vous poster votre réponse, vos visuels, vos liens pour apporter un autre discours, une possibilité d'équilibrer un petit peu les informations. C'est en fait d'aller sur le terrain virtuel en tout cas, sur les réseaux et partout où ces contenus sont publiés pour aller apporter un autre son de cloche plutôt que d'essayer de faire taire ceux qui a priori ne se tairont pas, en tout cas pas tout de suite. Responsabiliser les internautes en fait, c'est ça. 100% d'accord avec ce que dit Benoît Thiolin. Le contre-discours, il est indispensable. Il y a beaucoup d'internautes qui s'expriment avec émoi et qui disent qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, ils signalent des propos, mais je serais tenté de dire aller plus loin, jouer le discours, rentrer en conversation avec ces personnes qui font preuve de racisme ou d'antisémitisme et essayer de déconstruire ces arguments qui, pour la plupart, reposent sur du sable. Alors, sans injure, si possible, sans insulte, mais tout simplement en prenant compte du fait que ces gens-là, pour la plupart, n'ont pas d'autres discours dans leur environnement et que si au moins ils peuvent être confrontés à leur
limite, à la limite de leur argumentation par des gens de bonnes intentions, on aura fait un pas. Soyons pas naïfs, ça ne changera pas la vie de tout le monde, mais ça fera un pas dans le bon sens. C'est ce que nous disait Yasmina Kadra, qui est écrivain algérien, qui était sur ce plateau tout à l'heure, qui nous disait tout ça passe par l'éducation, bien évidemment, au sens large du terme. Merci infiniment d'être venu nous voir. C'est l'heure de la météo avec Karine Fauvet.